Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de La Bulle Podcast. C'est votre nouveau format de cette année, Name Drop, avec Maxime. Deuxième épisode de ce podcast où on va revenir sur un sujet d'actualité. Cette semaine, on va parler de la série qui a battu les records en termes de comédie aux Emmy Awards, The Studio. Puis on s'attaquera semaine autour d'un film de DiCaprio oblige. On va s'attaquer à la filmographie de Leonardo DiCaprio avec un nouveau jeu. Et puis on finira, comme la semaine dernière, par deux petites questions, un peu au texte pour l'un et pour l'autre. Je suis une nouvelle fois en compagnie de Maxime. Comment tu vas, Maxime? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Une nouvelle fois content de faire cette émission avec toi. Yes. Merci d'être avec moi. Merci à vous aussi de nous écouter sous toutes les formes, YouTube, en vidéo ou en podcast, en streaming sur Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, Deezer. On est disponible sur toutes ces plateformes. On va commencer sans plus attendre avec le premier sujet. Il s'agit, et on voulait revenir avec Maxime sur une série qu'on a beaucoup appréciée Ouais. lorsqu'elle est sortie cette année, The Studio de Seth Rogen. On en parle maintenant puisque elle a été récompensée il y a quelques jours de 13 Emmy Awards. Les Emmy Awards, c'est l'équivalent des Oscars, mais en ce qui concerne les séries, il y a eu du Adolescence qui a été primé, il y a eu également Sévrance également, mais la série qui a remporté le plus de statuettes et qui bat le record du nombre de statuettes pour une comédie, c'est bien la série The Studio. Alors on va se poser une question avec toi, Maxime. Pourquoi The Studio? C'est génial et à quel point c'est génial? Ouais, effectivement, c'est vraiment une des meilleures séries qu'on ait eu cette année, à mon humble avis. Et du coup, apparemment, l'avis de ceux qui votent pour les Emmy. Déjà, un premier point que je voudrais mettre en avant, c'est l'originalité de la série. Mhm. Son format assez court, 10 épisodes, une vingtaine de minutes, qui se rend très rythmé, très agréable à suivre. En plus, nous, on suivait ça. Comme un petit bonbon toutes les semaines. On a démarré dès le début, donc c'est un Ouais. format qui est assez agréable. Moi, je suis plutôt aussi partisan des séries qui ont un épisode par semaine. T'as le temps de digérer, de te hyper pour le suivant que de Mm. binge watch. Après, ça, c'est personnel. Et bon, des séries ou des films qui parlent de ciné, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Ouais. Et d'arriver à nous entrer dans le monde du cinéma sans non plus, sans être pathos, quoi, arriver à être intelligent, nous dénoncer certaines choses tout en étant très drôle, parce que là, c'est quand même une comédie d'être très drôle. Mm. Je pense que c'est déjà ça qui a pu rassembler, et pas forcément que les néophytes cinéma, les geeks un peu ciné vont y trouver leur compte, mais je pense que des gens qui souhaitent juste regarder une comédie peuvent passer aussi un bon moment, et elle a pu rassembler de ce côté-là. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le côté où ce sera pas que pour les cinéphiles et que c'est une série qui peut plaire vraiment à tout le monde. Moi, j'ai montré les premiers épisodes à mon petit frère, voilà, qui connaît modérément le cinéma. Et en fait, tout de suite, on a vraiment une série très comédie. Pour moi, c'est vraiment le 10% avec le budget de Hollywood, tu vois. Je sais que 10% avait été d'ailleurs adapté aux États-Unis avec Eva Longoria comme productrice, mais je trouve que Seth Rogen a réussi à faire quelque chose de différent de 10% avec la même idée un peu méta derrière, tu vois, de montrer les derrière, les backstage un peu. Là, cette fois-ci, pas du monde des acteurs, mais plutôt du monde de la production et de l'hyperproduction de cinéma. Et en fait, c'est vraiment une série qui est très satirique mais qui aussi sur l'aspect technique et l'aspect scénaristique est vraiment bien fait, très, très intelligent. Voilà, quand on regarde un peu les épisodes, moi, quasiment plus des deux tiers des épisodes sont vraiment mémorables. On a Mm. le premier avec quand même la grosse apparition de Martin Scorsese pour te poser le décor dès le premier épisode. Ensuite, on a un épisode 2 très conceptuel sur un plan séquence. Donc déjà, l'entièreté de l'épisode est en plan séquence, ce qui fait que, il est plus court que les autres. Il fait une vingtaine de minutes à peu près l'épisode. Et c'est vraiment
un épisode d'un plan séquence qui tourne au fiasco, tout en étant filmé en plan séquence. Donc j'adore ce Ouais. passage-là. L'épisode 3 avec du coup le Ron Howard et la thématique un peu des films qui sont maintenant à rallonge. Et comment dire à un grand réalisateur de la carrure de Scorsese, de Ron Howard, que ton film est trop long et qu'il faudrait enlever 40 minutes de toi, ce que tu considères comme être la version parfaite de ton film. Il y a tous les épisodes qui sont un peu plus satiriques, comme le casting, Ouais, où le il faut casting, il est surtout pas exceptionnel. s'offusquer. Toi, c'est un de tes préférés, je sais. Ouais, le casting, il est Euh, énorme. Pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode, donc sur une boisson énergétique, bon, et ils essayent à tout prix de se disent, bon, ça, entre les populations qui veulent toucher, et sans être racistes, mais en fait, dès qu'ils essayent d'avancer dans le casting, mais si, en fait, il faut qu'il y ait des noirs, mais en fait, il y en a trop, du coup, on raciste, du coup, ça va pas. Et si on met un blanc, c'est pour faire une image. Enfin, et du coup, tu te rends hmm, compte que quoi que tu fasses dans le casting, tu peux toujours trouver à redire en termes de racisme, de misogynie, de ce que ouais, tu veux. ouais, ouais. Et c'est vraiment bien. Tu sens les producteurs totalement aux fraises pour essayer de suivre ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. T'as celui-là, t'as l'épisode des Golden Globes, qui est vraiment aussi hilarant sur ces longs plans séquences de Seth Rogen, qui est voilà, le Matt Remick dans la série, qui est vraiment en fait un nouveau producteur, mais qui est guidé par son ego et qui là veut à tout prix être remercié si jamais Zoé Kravitz remporte un Golden Globes et qui est prêt à tout pour le faire. Et en même temps, on a ce running gag, et moi je trouve que c'est quasiment une phrase qui va devenir culte, le Thank you Salsa Perstein, qui est en fait son ami son adjoint qui est un peu dans l'ombre depuis le début et qui là en fait récolte tous les mérites des productions et des films qui sont couronnés au Golden Globe jusqu'à ce que ça devienne un running gag pendant l'épisode. Et puis ensuite on a un final en deux épisodes où une nouvelle fois Matt Remig va être au centre de l'attention et décide de faire une fête super cool mais qui va dégénérer et qui va devenir vraiment une espèce un final à Las Vegas qui est vraiment mémorable. Ouais. Enfin, c'est vraiment Avec un une grand très... Bryan Cranston, Ouais, 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 c'est au vraiment final. une très grande série. Bryan Cranston est génial dans les deux derniers épisodes. Et je suis vraiment content que cette série ait reçu autant et n'ait pas été boudée. Parce que même si avant les Golden Globes, ils avaient annoncé une saison 2, Mm. je pense que ces 13 récompenses et le fait que la série d'un Seth Rogen qui l'a dit lors de son premier discours pour la première statuette, qu'il n'avait jamais eu aucune récompense de sa carrière d'acteur, de producteur, de tout ce que tu veux, et que là finalement il vient et remporte 13 Oscars pour sa série The Studio, qui est une série quand même qui aurait pu être boudée, hein, qui aurait pu être mis de côté par l'ensemble de la profession. Bah, en fait, ça peut nous laisser espérer une saison 2 qui sera encore plus mémorable, Maxime. Ben oui, ça veut dire peut-être plus de budget. La série, pour ceux qui n'ont pas vu, on va pas tous les dire, mais quand même, joue beaucoup sur le côté caméo. Mm. Les personnages qu'on va suivre sont fictifs, mais vont Mhm. être entourés de nombreux acteurs, réalisateurs, monde du cinéma qui, eux, sont Mm. réels. Donc on peut s'imaginer que pour une saison 1 pas très connue, bon, ils ont quand même un casting qui a de la gueule de fou, mais pour Oui, la oui, oui. saison 2, on peut imaginer encore plus. On peut imaginer des gens qui vont même demander d'être dans cette série et que ça devienne un truc un peu culte où tout le monde va devoir y passer. Dans Ouais. Hollywood, il faudra avoir son épisode dans The Studio. Enfin, Mm. on peut imaginer tout ça. Ouais. Vu que la série est construite sur 10 épisodes d'une trentaine de minutes, et à chaque fois, c'est des petites histoires, il y a toujours le fil conducteur de ce film Kool-Aid, mais sinon, chaque épisode va un peu de son originalité, de son angle. Donc, je pense pas que c'est une série qui va tout de suite se chercher, trouver des thématiques et va s'essouffler. Je pense que tu as encore une vingtaine, trentaine d'histoires, je pense que tu peux trouver autour de la production de films, en allant sur de l'indépendant, sur de l'horreur, Ouais, puis il sur... se passe plein de choses, pardon, je te coupe, mais à Hollywood, il se passe plein de choses hmm, entre les grèves, entre hmm, là et encore récemment, gouvernement américain qui supprime des personnes pour des émissions de télé. Enfin, il y a des choses à raconter, ouais, peut-être un peu plus politiques, mais la série il est déjà un petit peu. hmm, Et dans ce milieu-là, il y a tellement trop de choses qui bougent sur l'IA. Enfin, il y a vraiment il y a une petite parenthèse sur l'IA dans le film, oui. dans la série. Mais je suis sûr qu'il y a encore un paquet de choses à raconter sur ça.
Très bien. On va avancer, on va passer, parce que voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du Ouais. sujet. Si on veut faire une émission un peu plus courte dans un format de 30 40 minutes, voilà, on n'a pas dédié 1 heure à ce sujet-là. Mais je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vu, à aller rattraper cette série en 10 épisodes. Ça dépasse 1 ou 2 fois les 30 minutes pour aller jusqu'à 35, mais globalement, on est sur une trentaine de minutes par épisode. Ça se regarde très bien et vous verrez sans doute l'une des meilleures séries de la saison de l'année. On va passer à la deuxième thématique, c'est le focus. Chaque semaine, on met en avant un acteur, une actrice, un réalisateur, une réalisatrice. Semaine où sort le nouveau Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, qui a pour habitude de faire un film à peu près tous les 2 ans maintenant. Il sélectionne un peu ce rythme-là. Leonardo DiCaprio, je m'en suis rendu compte, mais sur les 10 dernières années, il a tourné que dans 5 films. The Revenant, il y a 10 ans, Once Upon a Time in Hollywood, Don't Look Up, Killers of the Flower Moon, et du coup une bataille après l'autre qui sort au moment où on tourne la semaine prochaine. Donc Mhm. voilà, un acteur qui se fait rare. Et l'objectif, un peu maintenant qu'on le voit, on le voit, en fait, le point de départ de ce jeu, c'est que il rejoint un grand réalisateur, Paul Thomas Anderson, qui est derrière le film Magnolia, qui est derrière There Will Be Blood aussi. Le dernier en date, on avait dit, c'est Licorice Pizza. Et ça permet à Leonardo DiCaprio de débloquer un nouveau grand réalisateur. Pour citer les réalisateurs avec qui Leonardo Oula. DiCaprio a Ouais. travaillé, attention, vous allez voir la liste de fous. Sam Raimi, Baz Luhrmann, James Cameron, Woody Allen, Danny Boyle, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Sam Mendes, Ridley Scott, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Inarritu, Paul Thomas Anderson, et ça a été confirmé cette semaine, Michael Mann pour ce qui sera la suite de Hit avec Hit Ouais. 2. Donc, on va même pas pouvoir parler de Michael Mann si jamais c'était une option. Mais du coup, l'objectif avec Maxime, ça va être de trouver avec quel réalisateur inédit on aimerait voir DiCaprio à l'avenir dans un film. Et on est allé un peu plus loin même en essayant de trouver des acteurs et des actrices ou des actrices avec qui on aimerait voir DiCaprio dans un film et qui n'a pas encore collaboré avec eux non plus. Donc voilà, on va vous pitcher 2 idées, chacun, l'un et l'autre, avec un réalisateur qui n'a jamais eu sous ses ordres DiCaprio, et puis un casting inédit autour de Leonardo. Maxime, je te laisse commencer. Ouais, alors d'après moi, DiCaprio, il a vraiment un corps et des expressions où il peut aller très très loin dans la terreur, dans l'extrême, que ce soit, on l'a vu dans des scènes pas forcément horrifiques, mais où il se donne à fond, quelqu'un qui est très expressif, qui prend de Hmm, la place. Et donc je me suis dit que DiCaprio dans un genre un peu horrifique, ça pourrait être pas mal du tout. d'accord. Et, euh, et pour moi, l'un des grands réals dans ce genre-là, qui est pas non plus trop hard, où il pourrait être, mais qui fait du très bon cinéma, c'est Jordan Peele. Ok. Alors, c'est fantasmé, je pense que ça n'arrivera jamais, mais Jordan Peele avec DiCaprio, alors bon, il a souvent un discours sur la communauté afro-américaine, Jordan Peele, ça a été un peu compliqué avec DiCaprio, Ouais. encore que, pourquoi pas, il a bien été dans un Django, quoi. Et bah, du coup, pour le casting, pour l'accompagner, je verrai un peu les acteurs fétiches de Jordan Peele, hein, Daniel Kaluuya, Steven Yeun, voilà un peu j'avais bien une affiche avec les trois têtes ensemble. Ok. Pourquoi pas un DiCaprio, soit plutôt en méchant, soit au contraire en personne à qui peut arriver des choses Hmm, et qui aurait du coup à exprimer ouais, son visage ouais, il est hyper expressif quoi. Il prend de la place et quand il crie, je me souviens, c'est une comédie romantique Les Noces Rebelles où il a des scènes de dispute notamment et hmm, tu sens que quand ses yeux ressortent, il a presque la bave aux lèvres. Shutter Island hmm. aussi, enfin bref. Et voilà, si quitte à fantasmer un film avec DiCaprio, et vu qu'il a l'air de pas forcément faire dans la quantité, mais la qualité, et Oui, choisir un peu des réals, il va pas se faire énormément d'argent, je pense, sur le film, sur ses prochains films, bah pourquoi pas aller sur du Jordan Peele. j'adore. J'aime beaucoup la proposition. Moi, de mon côté, quand j'ai commencé à identifier un peu les réalisateurs que j'aime beaucoup et qui n'ont pas travaillé encore avec DiCaprio, j'ai pensé à Damien Chazelle. Mais il y a un projet qui est sur le point d'être, enfin voilà, en tout cas ça se précise grandement, c'est que Damien Chazelle et DiCaprio vont travailler ensemble dans un avenir quasiment certain.
tout cas ça a été confirmé, il y a pas d'informations contraires aux dernières qui datent de mars 2025, pour un biopic sur le cascadeur qui est l'homme qui a subi le plus de fractures osseuses au monde. C'est Evel Knievel. Donc ce serait un biopic avec DiCaprio dans le rôle de ce cascadeur, avec en second rôle Adrien Brody. Donc là, tu me mets Adrien Brody, Damien Chazelle et DiCaprio, on est vraiment proche de la formule magique pour moi. C'est pas Mais mal du tout, ouais. voilà, mais du coup, impossible de cocher Damien Chazelle parce que je pense que ce film verra le jour et donc j'irai pas créer un autre film avec lui. Donc je suis allé sur un autre terrain, un terrain un peu plus thriller, psychologique également, avec un réalisateur qu'on a vu récemment au cinéma et que moi je verrais bien, DiCaprio sous ses ordres, c'est Darren Aronofsky. Euh, j'accompagnerai ce film-là avec évidemment Austin Butler, que Évidemment. je veux absolument voir un jour dans un film avec DiCaprio, parce que j'arrête pas de le dire, mais pour moi, Austin Butler a cette veine-là d'acteur qui, pour l'instant, a une filmographie quasiment impeccable et qui, moi, je pense, aura un peu la même aura, la même grandeur, la même carrière que DiCaprio. Donc, j'aimerais beaucoup voir un peu un film où les deux peuvent être mis en scène ensemble. Et puis j'ajouterais, moi, une grande actrice qui n'a pas encore joué avec DiCaprio. Une fois qu'elle sera libérée de la prison Yorgos Lanthimos, je verrai bien Emma Stone sous les ordres d'Aronofsky, en fait, de base. Je trouve que c'est très cohérent. L'univers match, Ouais, ouais. l'univers marcherait. Et quand je vois Emma Stone, ce qu'elle a fait, par exemple, avec eh ben, gros trou de mémoire, le film avec justement Austin Butler et Joaquin Phoenix cet été, Eddington. Eddington, voilà, où elle est allée quand même dans un. Elle avait peur de prendre un troisième rôle dans ce genre de Hmm. production. Donc elle pourrait très bien avoir un deuxième ou second rôle chez Aronofsky avec Ouais. Austin Butler qu'elle connaît et DiCaprio, bah, ouais, On carrément. l'avait vu, Carrément. on l'avait vu dans Maniac, une série, une courte série avec Jonah Hill, Emma Stone. Donc bon, on connaît les relations avec Jonah Hill et DiCaprio. Moi, en fait, je vois bien Après, tu fais vraiment. un. Ouais, ouais, non, mais j'essaie de relier. Mais en fait, je vois le Emma Stone très cohérent sous Darren Aronofsky, à Darren Aronofsky qui a fait son film de garçon cet été, mais qui, on le connaît, est plus connu pour ses thrillers psychologiques ou ses films un peu dérangeants ou quoi. Et je vois bien, je verrais bien DiCaprio, s'il devait cocher des nouveaux réalisateurs avec qui il n'a pas travaillé, aller un peu sur le terrain de Darren Aronofsky, et puis avec un supporting cast. On retrouvait du coup, c'est vrai, Austin Butler et Emma Stone. J'avais même pas fait le rapprochement avec Eddington. Et du coup, ouais, je verrais bien ce trio-là qui me ferait grandement rêver avec Aronofsky. Si dans un futur proche, dans 3 4 ans, nous annonce que DiCaprio rejoint le casting de Aronofsky avec Emma Stone et Austin Butler, je pense qu'on se jettera tous les deux sur le film. Donc, Je crois que ton idée fait encore plus envie que la mienne. Parce que je l'imagine beaucoup plus crédible. Moi, je suis parti dans un fantasme, alors que ton idée me paraît vraiment possible un jour. Et ça donne envie. et Fantasmante, ouais, voilà. Ouais, voilà, elle fait quand même très très envie, ouais. Carrément. Bon. Dites-nous vous dans les commentaires si vous voyez l'extrait sur Instagram, si vous nous écoutez sur YouTube, dites-nous dans les commentaires dans quel film et pour quel réalisateur vous verriez bien à l'avenir DiCaprio continuer sa carrière. On referme cette partie-là, mon Maxime, et puis on va Mhm. terminer avec une question. C'est la petite question qu'on aime se poser. On va aller sur de la hot take aujourd'hui. On était un peu plus tranquille la semaine dernière. On était plus sur de l'opinion, sur de la projection, sur de la créativité. Là, je vais te demander, Maxime, quelle est la saga ou qui a un succès voilà, critique et qui est par les spectateurs Mhm. aussi, qui est vraiment une saga qui est reconnue pour être une saga mythique ou en tout cas une très bonne saga et qui, toi, tu ronfles un peu dessus. Ouais, ben, mon côté, c'est la saga Harry Potter. J'adore, Euh, pas le teasing, ça commence direct. non, Harry Harry Potter. Potter, non, c'est pas de la merde, mais T'as pour, galéré à en ouais, trouver. ça m'est pas venu de suite parce qu'en fait, pour dire vrai, j'aime bien les trois premiers, surtout le prisonnier d'Azkaban d'Alfonso Cuarón. Ouais. Et je trouve qu'il y a une magie, justement, c'est le cas de le dire, mais une féerie avec des films de Chris Columbus et une noirceur de Alfonso Cuarón que pour le coup j'aime bien. Mais il y a quand même 50 films après, Mm, plus trilogie des Animes Fantastiques. Et là, mhm. j'avoue, j'arrive
pas, à part par plaisir de gens nés fin 90 qui ont pu suivre ça comme une série, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a pu créer un tel enthousiasme de tous les films sur Mhm. des cartons. Pour moi, à partir, je crois que c'est quand David Yates réalise à peu près, euh, ça devient pas très beau, je trouve ça très gris, je trouve ça très long. Il y a des films qui durent 2h50, Mhm. 2h45. Et il y a beaucoup de films, quand je me les suis fait, je les ai vus petits, mais vraiment que j'ai voulu me mater la saga en entier il y a 6 ans, je pense, peut-être pendant le confinement. Il y a vraiment des films où j'ai totalement décroché, quoi. Ouais. Et je peux comprendre une certaine nostalgie, je peux comprendre ce côté sériel qui cartonne avec le MCU, par exemple, et qui fait que les gens vont continuer à voir, même si c'est moins le cas en ce moment, des films du MCU, même si c'est pas très bon. On pense à Captain Marvel qui a fait 1 milliard au box-office. Mhm. C'est pour le côté sériel entre les Infinity War et Endgame. C'est pas pour le film en lui-même. Donc j'arrive à imaginer. Et pour moi, on est quand même sur une saga qui est vraiment pas extraordinaire cinématographiquement, scénaristiquement. Et derrière, qu'on soit fait les 8 livres et qu'on reparte sur une nouvelle trilogie dans le passé avec les années fantastiques, donc une production plus chaotique et qui a un peu moins bien marché sur la fin. Mhm. C'est un peu un truc que j'ai du mal à assimiler. Surtout, voilà, le carton. Enfin, on est sur une des sagas, c'est au niveau de Star Wars Seigneur des Anneaux, quoi. J'ai Oui, l'impression oui, oui, dans la on pop est. culture. Mhm. C'est-à-dire, t'as les jeux, bon, il y avait dans les livres qui sont inspirés, il va y avoir on va la refaire en série. Oui. Voilà, c'est un peu ma hot takes, comme tu dis à moi, c'est que Harry Potter, c'est pas. À partir du 3 après le 3 c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. C'est pas C'est foufou. fallait être fan des livres et ou alors avoir grandi avec, comme tu dis, en fait, t'envoyer les DVD chez Ouais, toi 30 fois. Mais quand tu arrives un peu sur le tard et que à partir du 3 tu les vois qu'une seule fois pour la première fois, t'es pas la première personne qui me dit ça. Shout bah, out Juliette qui pense un peu la même chose aussi. là, je Euh, me souviens par exemple je sais plus avec qui je discutais, qui me disait la coupe de feu, c'est extraordinaire. moi j'adore la Coupe de Feu, mais Alors, je suis complètement la fin est très subjectif. chouette avec la réincarnation de Voldemort. Ça, là, pour le coup, il y a une imagerie qui est assez chouette. Il y a un moment, tu vois, je m'en souviens alors que ça fait longtemps, donc pour le coup, c'est que ça m'a marqué. Mais les 2h15 avant, je trouve ça Mhm. interminable. Toute la Mhm. compétition, je vois pas de suspense, Mhm. pas grand-chose d'après moi. Enfin, c'est le film notamment où je sais qu'il y a beaucoup de fans où moi j'ai vraiment eu du mal. C'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à avoir du mal. Ouais, faut avoir grandi avec, sincèrement. Moi, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Moi, la Coupe de Feu, c'est un des DVD que j'avais, donc forcément, j'aimais bien ce côté où en fait, t'as des épreuves, tu vois, Hmm. le côté un peu épreuve sportive sous le prisme de la magie. Moi, c'était une construction un peu scénaristique qui me plaisait, mais c'est pas un film que j'ai vu avec des yeux de cinéphile, tu vois. J'ai grandi avec la VF, tu vois, de Harry Potter. Hmm. J'ai jamais essayé de le mettre en VO et de le regarder au premier degré, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais j'entends totalement et on verra si tu laisses une chance à la série, qui elle sera beaucoup plus en profondeur puisqu'elle va Voilà. partir des mêmes livres, mais va adapter une saison en fait pour chaque Pourquoi pas? livre. Et c'est peut-être aussi l'intérêt. Bon, je suis pas hyper fan de remanger la même chose de tout le temps, Non, mais il y a un mais intérêt. l'intérêt de la série, bon, outre que, comme tout film, j'imagine que ça n'adapte pas au pied de la lettre toutes les intrigues des livres, Hmm, et c'est normal, donc je pense que ça peut explorer un peu plus. Et c'est justement parce qu'il y a peut-être aussi, bon, outre le côté mercantile, l'idée que finalement, quand tu te repenches sur les films, outre pour une nouvelle génération, ceux qui ont 7-8 ans aujourd'hui, ils vont peut-être pas autant accrocher que la génération d'avant ou des gens un peu plus âgés, même ouais. des ados, et comment les faire remonter dans le train Harry Potter parce que Hmm, c'est une machine à goodies, une machine à jeux vidéo, une oui, machine à oui, ce que oui. tu veux qui est énorme, mais c'est de réécrire quelque chose parce que finalement euh, tu n'es pas satisfait de l'original. Et Le Seigneur des Anneaux, alors on a eu une série, tu me diras, mais je pense qu'il ne reviendrait jamais à l'idée Ouais. de refaire, de réadapter les livres du Seigneur des Anneaux en série. Hmm, Personne ferait ça. Et finalement, Harry Potter, ça passe et les gens ont l'air contents. Je pense que si c'était fait au Seigneur des Anneaux, tu aurais déjà ce serait un scandale, les gens pèteraient oui. des câbles, les fans ne voudraient pas de ça. Donc ça montre qu'il y a peut-être quand même potentiel de faire mieux ou de moderniser aussi, Mhm. moderniser cette saga. Tout à fait. On verra. Ça, c'est en production, c'est en tournage même, donc Ouais. Ouais, il y a des premières photos qui ont été, qui sont sorties. totalement. Très bien.
As-tu une question pour moi, mon ami? Ben, toi, tu m'as demandé de me mettre dans la sauce. Tu vas te la mettre, t'y mettre aussi. Là, c'est plus une question côté réalisateur. Quel réal est encensé de partout, gagner des prix, et cartonne. Et toi, à chaque fois que tu vois un de ces films, tu fais, c'est tout. C'est tout. La question, elle était elle aussi pas évidente, à savoir, cher auditeur, que on prépare un peu ces questions-là, évidemment, pour avoir une réponse un peu construite. Et j'ai pas eu une réponse formelle dans le sens où j'ai pas un réalisateur que je déteste et je comprends pas ça. Il n'existe pas ce réalisateur ou cette réalisatrice. Il y en a, effectivement, où j'en entends énormément de bien et quand j'ai vu les films, oui, ou, ou alors comme ça. Mais il y a pas un truc, il y en a pas un que je déteste et que tout le Ouais. monde aime. Maintenant, je me suis un peu creusé la tête et il est vrai que les frères Cohen ne m'ont pas encore bouleversé au cinéma. Ah là 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 là. À ce jour, j'ai vu 6 films des frères Cohen, je peux les citer. No Country for Old Men, Fargo, The Big Lebowski, Burn After Reading. Ça c'est quoi? C'est The Ballad of Buster Scruggs et O Brother. Oh, t'as J'ai quand vu. même vu. Ouais, j'ai Ah, pas t'as pas vu. vu. Non, il t'en manque, mais dans le sens où t'as quand même vu les principaux Oui, classiques quand même. j'ai pas vu Voilà. Barton Fink qui a une palme d'or par exemple encore. Ça doit être dans mes Non, non plus. rattrapages. Mais si je dois un peu revenir un peu sur chacun, Fargo est celui que j'aime le plus de leur filmographie. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, qui a donné lieu à une série que j'ai pas. Je crois que j'ai regardé la première saison de Fargo, qui était très bien d'ailleurs. Mais je suis pas allé plus loin sur la série parce que chaque série est indépendante. Ouais. Chaque saison est indépendante. Mhm. Mais le film est très bien, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre, je trouve Fargo. Puis ensuite, les autres ont tous des défauts. Alors, si on parle de No Country for Old Men, qui est peut-être celui ensuite que j'ai le préféré, je suis vraiment très déçu de cette fin. Je trouve que l'antagoniste Javier Bardem est exceptionnel et que c'est peut-être l'un des meilleurs méchants du cinéma et j'ai pas peur de le dire. Mais la façon dont le troisième acte de ce film et son dénouement, je le trouve mais vraiment, vraiment bâclé. Et ça m'a un peu gâché ce film-là que j'avais pris beaucoup de plaisir à regarder pendant 2 heures et demie, mais quand tu finis ton film comme ça, moi je trouve qu'on n'est pas loin du foutage de gueule. Et ensuite, The Big Lebowski, tout en étant très sympathique, n'est pas un film que moi, alors évidemment, je l'ai vu avec mes yeux d'enfant qui a grandi dans les années 2000-2010. Je l'ai rattrapé il y a 3-4 ans, au début un peu de ma cinéphilie, ouais, je pense un peu après le Covid. Et oui, j'ai trouvé ça rigolo, tu vois, mais basta, quoi. J'ai pas trouvé ça Ok. le film culte qui vraiment, quand on me parlait de The Big Lebowski, je voyais les personnages, je voyais le genre de film que ça pouvait être, et le film m'a pas fait tant rire que ça. Burn After Reading, j'ai trouvé ça à la limite raté dans le rythme. Et après, au Brother, pareil, je l'ai pas vu dans un mood incroyable. Je l'ai commencé assez tard, je crois. C'est un film que j'ai dû lancer vers 22h30. Et vraiment, au bout d'une heure, j'étais là en mode, j'arrive pas à me mettre dedans. Et en fait, ouais, il me manque un truc en fait chez les frères Cohen, soit une idée un peu de mise en scène. Je trouve pas qu'ils fassent preuve d'une mise en scène vraiment exceptionnelle ou de très grande qualité. J'ai l'impression que c'est plutôt des films qui ont marqué des générations, qui se veulent un peu comédie, un peu loufoque aussi. J'ai l'impression parce que la balade de Buster Scruggs, il y a quand même des scènes qui sont marrantes. Au Brother, c'est quand même aussi des personnages un peu bizarres qui s'échappent de cette prison. Burn After Reading, ils sont tous un peu plus cons les uns que les autres. Burn After Reading, je l'ai vu il y a peut-être 15 Enfin, j'étais vraiment au collège, je pense, et je me Ouais. souviens d'une chose. Je suis même pas sûr que ce soit ce film, mais tu vas me le dire. C'est Clooney qui fume une clope à chaque fois qu'il a couché avec une meuf. Y a pas un truc comme ça dedans? Ah, je me Il y a rappelle même pas. Je me Si, souviens si, si, je crois que c'est ça. que de ce truc. À chaque fois, Ouais. non, il va courir. Il Il va va courir, je courir, dis une ouais. connerie. À chaque fois, il sort du lit, il fait, bon, allez, je vais faire un petit footing. Je me souviens que de Mm. ce trope humoristique. Je me souviens rien d'autre du film. C'est pas très glorieux, mais c'est comme ça. Ouais, voilà. Et puis The Big Lebowski, qui est un peu dans cette veine-là aussi. Des comédies avec des personnages un peu débiles, un peu bêtes. Donc, ouais, je sais pas, je suis pas fâché du tout avec les frères Cohen. Mhm. Mais c'est vrai que quand on m'a vendu ces nombreux films,
mis à part Fargo qui m'a plu, le reste, j'ai trouvé ça un peu Ouais. moyen. No Country for Old Men n'est pas un film moyen, mais j'invite les gens qui sont pas d'accord avec moi à venir m'expliquer leur point de vue sur cette Ouais. fin et s'ils arrivent à vraiment défendre la fin de ce film. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage de finir un tel film qui aurait pu être un chef-d'œuvre, de le finir de la sorte. Donc voilà, moi je dirais les frères Cohen, dont je suis pas un grand fan de leur travail et les sorties me hype pas plus que ça à l'avenir. Bah maintenant, en plus, ils sont séparés, parce que enfin, j'ai pas une info officielle, les frères Cohen sont Hmm, séparés comme si c'était un groupe de rock, mais ça fait deux, trois films d'affilée qu'un des deux frères fait sans l'autre, donc ouais, j'ai ouais. l'impression ils ont pris des chemins différents. Voilà. Ok, C'est tout pour ce podcast. Merci à toi, Maxime, pour bah avec plaisir. petit moment. On se retrouve la semaine prochaine, nous pour un nouveau tournage, vous pour un nouvel épisode. On verra à quelle sauce on vous mangera. Et en attendant, on vous souhaite une belle semaine de cinéma. Ciao! Ciao.